Qui est la meilleure candidate ou le meilleur candidat pour diriger votre ville demain? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale débat élection municipale 2020. J-3 avant le second tour et cap ce soir sur l'une des villes où le suspense est à son comble, avec peut-être un tournant historique, direction Lille. Lille compte au dernier recensement 232 787 habitants. La capitale des Flandres reste attractive avec une population en légère augmentation, plus 0,36% entre 2012 et 2017. En 2016, un quart des Lillois vivaient sous le seuil de pauvreté et près de 20% de la population active était au chômage. 3 candidats se sont hissés jusqu'au second tour. La maire sortante, socialiste, Martine Aubry, a recueilli près de 30% des suffrages. Stéphane Bally, le candidat des Verts, la talonne avec 24,53% des voix. Enfin, Violette Spilbout, candidate de La République En Marche, obtient, elle, 17,53% des suffrages. Une triangulaire plus ouverte que jamais, puisque seules 2000 voix séparent les 2 premiers prétendants au beffroi. Suffisant pour priver Martine Aubry d'un 4e mandat? Réponse le 28 juin. Le niveau de la participation sera probablement le juge de paix de ce second tour. Le 15 mars dernier, seul un électeur lillois sur 3 s'était déplacé aux urnes, des abstentionnistes qu'il faut désormais convaincre. Alors place au débat. Et sur ce plateau, les 3 candidats engagés dans la course dans l'ordre de vos scores au premier tour. Martine Aubry en lice pour un 4e mandat à la tête de la liste PSPC Lille en commun, Lille en confiance. Bonsoir Martine. Bonsoir. Aubry. Conseiller municipal, enseignant, chercheur, Stéphane Bally à la tête de la liste d'Europe Écologie Les Verts Lille Verte 2020. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, investie par La République En Marche, Violette Spilbout, directrice relations clients à la SNCF, anciennement directrice de cabinet de Martine Aubry, numéro 1 sur la liste Faire respirer Lille. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Je précise que l'ordre de votre première et dernière intervention a été tiré au sort. Vos temps de parole vont être chronométrés selon le principe de l'équité. Et comme la fois dernière, vous allez devoir voter pour ou contre certaines mesures pour Lille en votant par oui ou par non ou ne se prononce pas. Mais avant cela, nous vous avons demandé de ramener chacun une photo de la ville. Après tirage au sort, c'est vous, Martine Aubry, qui commencez. Sur quoi s'est porté votre choix? Eh bien, mon choix s'est porté sur la distribution de paniers alimentaires aux familles qui représentent la moitié des enfants lillois qui vont en primaire et qui payent moins de 1 euro à la cantine. Donc, tous les 15 jours, nous offrons ces paniers alimentaires gratuits. Après avoir donné des paniers d'urgence, des aides d'urgence, au mois de mars, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement aller plus loin. Et donc, ce sont des produits en plus, bio ou locaux, qui en plus aidé les agriculteurs locaux. Donc, un acte de solidarité. Solidarité, ce mot qui va parfaitement avec la ville de Lille. 3500 familles reçoivent donc ces colis de frais, de secs et de produits laitiers tous les 15 jours. Merci beaucoup Violette Spilbout. Nous allons découvrir votre photo. Expliquez-nous. C'est une photo qui a circulé pendant notre campagne, qui est une photo du quartier de Fives, de la place Madeleine-Collier. C'est le quartier où j'habite. Je suis lilloise. J'habite dans un quartier populaire. Et pendant cette campagne, effectivement, on a vu, comme à l'habitude depuis des années, des ordures sur des places publiques qui sont normalement des lieux de rassemblement et de solidarité. Donc en fait, pour moi, cette photo de la maire sortante en campagne et les ordures juste à côté, c'est finalement le bilan de la propreté qui est finalement un sujet quotidien des Lillois, un sujet de préoccupation parce que tout le monde dit dans tous les quartiers que la ville est sale. Avec beaucoup de dépôts sauvages aussi. Beaucoup de dépôts sauvages, un ramassage insuffisant, un nombre de corbeilles insuffisant. Et moi, je souhaite m'engager pour cette ville avec le bon sens, avec des mesures de bon sens pour que nous retrouvions la fierté d'avoir une ville propre qui rayonne sur le plan national et international. Merci. Stéphane Bally, vous avez opté pour une photo futuriste. Alors, cette crise du coronavirus, finalement, nous a rappelé combien nos sociétés étaient vulnérables, combien, finalement, le mur de l'urgence écologique était devant nous. Et, pour preuve, aujourd'hui, en fait, on est, à cet instant, en pic de pollution, avec une qualité de l'air qui a dégradé, et on est en pré-canicule. Et cette photo, finalement, elle symbolise la métamorphose de la ville, d'une ville qui est apaisée. Une ville dans laquelle il y a un tramway qui dessert le centre-ville et les quartiers aujourd'hui non desservis par le métro, un réseau cyclable express, sécurisé, séparé, permettant à chacun de pouvoir se déplacer à vélo de façon sécurisée,
un commerce qui est dynamique, et puis une ville qui est renaturée avec des plantations. Donc voilà finalement aussi ce qu'on propose aux Lillois dans tous les quartiers, c'est d'apaiser, c'est de métamorphoser la ville. Une photo qui résume votre projet, merci. Alors la photo qu'on vient de voir de Martine Aubry illustre en partie ce que nous venons de vivre. Plus de 3 mois se seront écoulés entre les 2 tours. 3 mois d'une crise sanitaire inédite qui a fait trembler le pays, qui l'a paralysé aussi, et ce n'est pas terminé. Tout d'abord, cette crise, qu'a-t-elle changé pour vous? En quoi a-t-elle bousculé vos certitudes? Vous voulez dire peut-être le projet qu'on a proposé aux Lillois, nos certitudes. Nos certitudes, c'est qu'il faut aller encore plus loin dans ce qu'on avait proposé. J'avais dit depuis le début, pour moi, il y a 2 grands objectifs. La transition écologique, qui doit aller de pair avec le progrès social. Et je dirais que cette crise, elle a validé et conforté les priorités que j'avais proposées aux Lillois avec mon équipe. D'abord, sur la lutte contre les inégalités, l'emploi qui va être le problème de la rentrée. La santé, c'était avant le Covid, mais l'accès aux soins, au-delà de cette crise sanitaire, est majeur. Et puis une relance qui doit se faire au niveau national comme au niveau local. Et là, on attend vraiment une aide, car on a tous de très beaux projets pour la transition écologique. Il faut absolument qu'on arrive à aller plus vite, qu'on accélère. Ce sera à la fois une relance intelligente, écologique, et en même temps créatrice d'emplois. Au moment où la récession est là, il va falloir passer au-delà. Tous ces thèmes, on va les évoquer dans un instant. Violette Spilbout, Stéphane Bally, avez-vous modifié vos programmes en conséquence? Oui, il a fallu ajuster nos programmes, c'est certain. Néanmoins, la lecture de cette crise sanitaire traversée sans précédent, finalement, a montré toute l'acuité des propositions qu'on avait pu porter. Le partage de l'espace public, le développement de ce qu'on a appelé des coronapistes cyclables, la neutralisation de places de stationnement pour permettre à des commerçants de pouvoir développer une terrasse, je pense à des cafetiers ou à des restaurateurs. Voilà des propositions qu'on avait pu formuler. Je pense, on y reviendra, le revenu universel d'existence, c'est un amortisseur social absolument indispensable dans la crise qu'on va traverser. Donc voilà ces éléments. Oui, on est pleinement en phase finalement avec la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique et la crise écologique qu'on traverse. Violette Spilbout. Bien pour nous, Lillois engagés dans de multiples associations et au quotidien auprès des personnes les plus fragiles, la crise sanitaire a renforcé nos convictions sur la lutte contre l'isolement en particulier des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Autour de nous, on a vu beaucoup de gens qui ont souffert, il y a eu des décès, il y a des personnes qui sont encore malades dans notre entourage et donc ça a renforcé nos convictions sur la nécessité d'aller au-devant des Lillois. On a une mairie aujourd'hui qui s'est bureaucratisée, on a pourtant des agents municipaux qui ont envie d'aller à domicile à nouveau des citoyens lillois. Et nous souhaitons, par l'Accessibus, qui est un bus qui ira au domicile des personnes pour faciliter leurs démarches administratives, leurs démarches de santé, d'accès à la CMU, d'accès à la carte d'allocation handicapée, tous ces sujets-là, en proximité avec les Lillois, je pense que les élus que nous serons demain, le maire que je serai demain, devront en tirer l'enseignement et devront être aux côtés des Lillois les plus fragiles. Alors, vous permettez un mot là-dessus ? Bien sûr. Oui, bien évidemment, il a fallu être aux côtés des Lillois pendant cette période. Le confinement pour les personnes âgées isolées, je l'ai demandé et mis en place une semaine avant le confinement général. Nous avons joint les 14 000 seniors qui sont sur le pass senior, qui nous ont dit on veut téléphoner, on veut des visites à domicile. Nous avons quadruplé les repas à domicile. Donc nous étions auprès effectivement des seniors. Vous avez raison, Madame Spilbout, de montrer les problèmes de propreté pendant ce confinement. C'est pas seulement pendant le confinement. Mais il a fallu que j'aille jusqu'à appeler le président de Veolia, car Estera avait décidé de ne plus ramasser les encombrants pendant toute cette période. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai eu un vrai problème. Oui, c'est une compétence métropolitaine, mais le maire doit quand même s'en occuper, parce que la saleté dans la rue, c'est important. Puis, je suis heureuse que Stéphane Bally ait reconnu que les 15 km que j'ai demandé à la MEL de pistes cyclables qui ne seront pas transitoires, car c'est le début des réseaux express vélo que j'ai proposé dans mon programme. Et ça tombe bien, puisque la rue du Molinel, c'était une proposition formulée par Marc Centré il y a à peu près 10 ans, qui jusqu'à présent n'avait pas été concrétisée. Que ne l'avez-vous fait ? Et finalement, vous dites, j'ai passé un coup de téléphone. Non. Vous avez mené finalement cette gestion de crise en solitaire. Alors, or, on a besoin
d'intelligence collective et de se serrer les coudes et non de diviser. Je rappellerai juste qu'on est la seule grande ville de France dans laquelle le maire a refusé de réunir un conseil municipal malgré la demande de Stéphane Bally, malgré ma demande, pendant le confinement pour préparer dans un esprit d'unité, comme l'a fait le gouvernement, transpartisan, le plan de reprise de Lille pour les écoles et pour la santé. Épiloguer là-dessus, nous avons fait une visioconférence. Je vous isolée et juste quand même te dire que mon opposition, qui elle n'est pas candidate aujourd'hui, a reconnu les visioconférences, les groupes de travail auxquels vous avez participé, les demandes que je vous ai faites pour les décisions importantes et les comptes rendus que je vous ai envoyés chaque semaine. Justement, essayons de ne pas être de mauvaise foi et d'être à la hauteur de ce exceptionnelles. Il y a des mesures exceptionnelles qui ont été votées en faveur des associations, des commerçants. Voilà. Avec l'avis de tout le monde, j'avais appelé tous les présidents de groupe. Et souvent votées à l'unanimité. Voilà. Une exonération des droits de terrasse jusqu'à la fin de l'année, des droits de place sur les marchés. Alors, les loyers des commerces appartenant à la ville ont été annulés pour mars et avril. Ceux des commerces privés annulés ou reportés jusqu'au 30 septembre. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est faut-il aller plus loin encore en subventionnant, par exemple, les loyers des commerces? On vous a posé la question. C'est oui pour Martine Aubry et Violette Spielbout. Stéphane Bally, vous ne vous prononcez pas. Pourquoi ? C'est réducteur comme approche. Lors du dernier conseil municipal, on a voté l'annulation des loyers pour les 7 cellules commerciales propriétés municipales. 7 sur aujourd'hui 4500 commerçants à Lille. On voit bien qu'en fait, c'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Et ce qu'on propose, c'est la préemption des baux commerciaux, puisque l'enjeu, il est de faire baisser les montants des loyers pour les commerces, pour que toutes les activités puissent s'installer, puissent aussi se maintenir dans l'île. Et c'est aussi l'image qui a été projetée tout à l'heure. Il y a un enjeu qui est aussi d'étendre l'hypercentre-ville, l'hypercentre commerçant, de façon aussi à faire baisser cette pression commerciale. On ne peut pas... La ville aujourd'hui n'a pas les capacités budgétaire de pouvoir prendre en charge et n'a pas les capacités juridiques de se substituer aux propriétaires immobiliers. Par contre, on voit bien que sont à l'image de Périgueux qui a mis en place la préemption commerciale des baux qui permet de baisser le prix de l'immobilier, le prix des loyers. Voilà finalement une mesure de long terme. La préemption, vous êtes favorable ? Moi, j'ai répondu oui sur la participation au loyer des commerçants parce qu'effectivement, on est à la veille d'une crise économique sans précédent. Nous avions déjà dans notre programme un grand plan de sauvetage des artères commerciales de nos quartiers et pas seulement du cœur de ville, avec un manager du commerce et un vrai plan d'action sur les zones de livraison, les zones de stationnement et l'aide aux commerçants en installation. Mais là, on va aller plus loin. On va être aux côtés des artisans et des commerçants en les aidant sur leur loyer. Et en contrepartie, on va leur demander 2 choses. Un engagement sur l'emploi des jeunes, la formation, l'apprentissage, et notamment l'emploi des personnes en situation de handicap, et un engagement sur le zéro déchet. Parce que ce sont des objectifs, l'économie, la transition écologique, dans lesquels nous devons agir ensemble. Et donc par cela, vous parlez de budget, Monsieur Bally, mais je pense qu'en fait, un choix budgétaire, c'est un choix politique, c'est un choix de priorité. Et donc, je n'ai pas peur de dire que nous serons aux côtés des commerçants et des artisans dès la rentrée 2020. Au-delà des commerces, Martine Aubry, comment faciliter ? Peut-être répondre quand même sur cette question. Bien sûr. D'abord, vous l'avez dit, nous avons apporté les aides que nous pouvions. Oui, nous avons peu de commerces. Donc, ces 7 commerces, nous avons annulé les loyers, mais nous avons aussi appelé, avec l'adjoint au commerce, les propriétaires, les grands propriétaires de commerce dans la ville pour leur demander d'annuler ou d'étaler. Je dois reconnaître que les résultats sont mineurs par rapport aux efforts que nous avons faits. Je vais décevoir Mme Spielbout, mais une ville n'a pas le droit de donner des aides directes financières, par exemple, pour les loyers. C'est la métropole. Pas la leçon, Madame Aubry, quand on trouve les solutions juridiques. Non, mais là, la loi le dit, je ne vais pas vous citer l'article. Regardez les autres villes, regardez si je peux terminer, quand on a une métropole, c'est la métropole qui le fait, c'est la loi qui le dit. C'est la raison pour laquelle Damien Castelin m'a demandé de travailler avec lui sur son plan de relance, et il y a effectivement 500 € qui sont prévus par mois, pendant 3 mois, pour aider les loyers des commerçants. C'est moi qui l'ai demandé, il l'a accepté tout de suite parce que c'est la compétence de la métropole. Mais pour moi, aider les commerçants, c'était aussi bien sûr les terrasses pour les restaurateurs qui ont tellement souffert avec l'exonération des terrasses pendant toute l'année, mais c'est aussi l'attractivité de la ville, c'est aussi
la propreté, c'est le stationnement, c'est le shop and go qu'on a mis en place. C'est ce que nous ayons de faire aujourd'hui pour faire connaître les commerces. Et puis, c'est l'aide que nous apportons, parce que ça, on a le droit de le faire, aux associations de commerçants. Si on ne peut pas faire d'aide directe financière, nous pouvons le faire. Et je dois dire qu'on a travaillé main dans la main avec les commerçants pour faire un protocole sanitaire de réouverture, pour leur apporter un kit. Et ça a été très important parce que les salariés des commerces, comme les clients, ont pu venir en toute sécurité, d'ailleurs grâce à la piétonisation, notamment du cœur de ville. Et alors, au-delà des commerces... Excusez-moi, oui. On peut aider, on peut subventionner autant qu'on veut le petit commerce, quand parallèlement, finalement, on ouvre l'Illenium. Avec la grande distribution, c'est un emploi créé, en détruit 4 dans le petit commerce indépendant. Finalement, c'est donner d'une main et donner un coup de poignard de l'autre. Ce n'est pas possible. Il faut être aussi cohérent. Il faut être cohérent, il faut arrêter de faire des mauvais choix. Des mauvais choix ont été faits. Je cite l'Illenium, je pourrais citer aussi l'extension de la zone du Grand But, ou le soutien que vous avez apporté. Ce n'est pas à Lille. C'est à Lille. C'est l'échec des Galeries Lafayette, 2007-2015. C'est à l'homme et les Lomois votent le 28 juin pour le futur maire de Lille, l'homme et LM. Je pense aussi au soutien que vous avez apporté au projet de promenade des Flandres à Neuville-en-Ferrain. Ça, c'est pas à Lille. Oui, mais ça constitue. Mais sauf que ça constitue finalement un certain nombre de projets qui dévitalisent les centres-villes et qui tuent le commerce indépendant. Toutes les études montrent qu'un emploi dans la grande distribution en détruit 4 dans le commerce indépendant. Oui, il faut être cohérent. Oui, il faut être cohérent. Quand on a un quartier de 20 000 habitants qui n'a aucun commerce... Qui avait l'Intermarché. Vous pouvez qui avait l'Intermarché, qui a le Cora Watini, qui sont... L'un déjà fermé, on prend la voiture pour y aller. Si c'est ça que vous souhaitez, merci moi de non. Pas me tutoyer. Excusez-moi, c'est peut-être l'habitude que je vais essayer d'oublier. Voilà. Donc pour 20 000 habitants, je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui une capacité d'acheter local sans prendre sa voiture, avec des produits qui soient de qualité et pas trop chers, je crois que c'est important pour ces habitants. Ce n'est pas un centre commercial de périphérie, comme vous l'avez dit. L'île Sud fait partie de la ville. Il faut traverser le périphérique. On va avancer si vous voulez bien. Madame Aubry, il n'y a pas que les commerces. Au-delà des commerces. Grosso modo, on nous parle d'un centre commercial qui devrait rayonner de Londres à Bruxelles. Et là, on nous dit, finalement, 50 000 mètres carrés. Il faut savoir que c'est une surface équivalente à Euralille pour un quartier de 20 000 habitants. On va aller au-delà des commerces. On va parler... Voilà, juste un mot sur l'emploi des jeunes, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, un instant. On va en parler, justement, de l'emploi des jeunes. Justement, vous annonciez la création de 3 000 emplois avant la crise. Compte tenu du contexte, avez-vous revu ce chiffre ? En fait, le sujet de l'emploi des jeunes, c'est un sujet que nous devons prendre en termes d'actions concrètes et de résultats. Pour moi, l'emploi des jeunes, ce n'est pas un coup de communication et on ne peut pas jouer avec l'espoir des jeunes comme on le fait aujourd'hui et comme on l'a fait précédemment. Je citais l'Illenium à l'instant. À l'Illenium, il y a les promesses d'embauche pour les Lillois. Je le vois à l'île Sud, quand je vais au marché de l'île Sud ou dans les quartiers et dans les résidences de l'île Sud, les gens attendent d'avoir un emploi parce que Martine Aubry leur a promis des emplois à l'Illenium. D'abord, on le sait très bien, ce n'est pas légal, on ne peut pas recruter à l'adresse, donc on peut faire des promesses de former des jeunes des BTS Action commerciale, de les former à l'anglais longtemps à l'avance pour qu'ils soient en capacité de postuler à ces emplois. Mais regardons le résultat de ce qui a été fait. Je reprends l'exemple des Galeries Lafayette. Au moment des Galeries Lafayette, grandes inaugurations en 2007. Madame Aubry, en 2007, vous étiez aux manettes. Et en 2007, on a promis 200 emplois pour les jeunes. Finalement, ce ne sont pas les Lillois qui ont pu profiter de ces emplois parce qu'ils ne parlaient pas anglais suffisamment bien, parce qu'on ne les avait pas préparés suffisamment avec la mission locale, le Pôle emploi, à occuper ces emplois. Et 8 ans après, c'est un échec. La rue de Béthune qui n'est plus assez attractive. Notre ville, et si on en revenait à votre projet, à vos idées, pour l'emploi des jeunes. Pour l'emploi des jeunes, moi c'est clair. Je souhaite travailler avec ceux avec lesquels je travaille déjà. La Chambre des métiers d'artisanat, l'Union des commerces de proximité, la Chambre de commerce et d'industrie, qui sont prêts aujourd'hui à se mettre autour de la table avec moi. Ils me l'ont dit. Ils ont travaillé avec moi le projet pour faire en sorte que la Chambre des métiers à Lille Sud accueille des jeunes qui aujourd'hui sont avec des conseillers d'insertion dans les centres sociaux lillois. 3 000 jeunes, c'est un très bon objectif, mais le sujet n'est pas le chiffre, le sujet est le résultat. Parce que si on fait des promesses et qu'on ne les tient pas, eh bien on n'est pas un bon maire de Lille. Et je pense qu'aujourd'hui, les résultats
obtenus ne sont pas à la hauteur. On a 30 000 chômeurs en 2014 à Lille et on a 30 000 chômeurs en 2020 à Lille. On voit que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce ne sont pas les chiffres. Alors, attendez, vous permettez. Moi, je ne suis pas là pour passer du passé, mais quand même. Le chômage des jeunes a baissé pendant ce mandat de 15%. C'est le nombre de chômeurs. Le taux que vous donnez là, c'est l'arrondissement de Lille avec l'os. Ce n'est pas le taux de Lille. De 2016, voilà, je vous l'ai déjà dit au dernier mandat. Mais c'est surtout, ce n'est pas Lille. Oui, non, il faut mieux prendre le nombre de chômeurs. Dire les résultats, Madame Spielboud. Vous savez ce que c'est que le circuit court? Le circuit court, ce sont des chefs d'entreprise d'un réseau que je mobilise pour la rentrée, pour l'apprentissage, qui ont bénéficié à 3 000 jeunes qui ont eu un contrat, non pas précaire, un contrat permanent pendant ce mandat. La garantie jeune, 5 000 jeunes. Nous sommes une des villes qui en avons le plus et nous allons poursuivre, qui donne une allocation à des jeunes pour pouvoir les emmener vers l'emploi. Les services civiques. La ville de Lille a eu le plus grand nombre de services civiques dans la ville avec les associations. C'est moi qui ai commencé à les mettre en place à la ville de Lille lorsque j'ai créé. Parce que vous aussi, tout ce qui est bien, c'est vous qui l'avez fait. Formidable. Comme ça, on 1900 services civiques pendant ce mandat, vous n'étiez pas là, et nous étions la ville la plus importante. Qu'est-ce que je fais pour la rentrée? Parce que ce programme jeune, il faut le préparer maintenant. Avec ces chefs d'entreprise qui nous ont aidés et qui nous aident. Nous préparons aujourd'hui un programme 1000 apprentis à l'automne. Cette année, les jeunes, pour trouver une alternance, auront l'automne. Dès le mois de juillet, seront reçus dans les mairies de quartier, à la maison de l'emploi, évidemment avec tous ceux qui travaillent sur l'emploi, vous en avez cité un certain nombre, les jeunes qui attendent l'alternance. On a déjà énormément de demandes. Pour des alternants. Dans quel métier? Eh bien justement, dans tous les métiers qui souhaitent être les leurs, et en particulier les premiers que nous avons, le bâtiment, la restauration, l'électricité, etc. Tout cela sans la Chambre des métiers, sans l'Union des commerces de proximité. Bien évidemment, on est habitué à travailler avec eux. On aurait fait les 3000 si vous pensez qu'on n'aurait pas travaillé avec eux. À la Chambre des métiers, en fait, ils attendent que les jeunes viennent visiter la Chambre des métiers avec les centres sociaux, viennent rencontrer les professionnels pour préparer leur rentrée. Là, on est en train de parler de notre bilan. Le bilan, les chiffres sont là. Non, mais il y a des réalités. Quand on est sur le terrain, on ne voit pas la même chose que vous, Madame Maury. Moi, je donne. On ne parle plus du bilan. Moi, je parle de la suite. Qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée sur l'emploi des jeunes? Exactement. On parle bien de la suite. Et d'ailleurs, l'apprentissage, qui était une compétence jusqu'il y a peu des régions, a été repris par l'État. Absolument. Et quelle filière? Je pense que et c'est là, finalement, c'est aussi le projet politique. Quelle filière va-t-on développer? Moi, je vais vous livrer l'anecdote. Quelle filière voulez-vous développer? Quelle filière? Eh bien, les filières de la transition, c'est des filières qui sont non délocalisables et qui sont extrêmement intensives en emploi. La rénovation énergétique du bâtiment. Notre proposition, qui est d'ailleurs la première proposition qui est sortie de la Convention citoyenne pour le climat, rénover plutôt que construire. C'est extrêmement intensif en emploi non délocalisable. Oui, il faut former des jeunes, il faut former aussi des moins jeunes, de façon à pouvoir répondre. C'est à la fois bon pour l'emploi, c'est aussi bon pour le budget des ménages. On a un quart des Lillois qui sont en situation de précarité énergétique, avec des conséquences sanitaires, bien souvent, parce qu'ils sont mal chauffés. Pour lutter contre le dérèglement climatique, Martine Aubry veut créer Euraclimat, Violette Spielboud, Euratransition. Vous nous expliquerez peut-être ce qui différencie vos projets. Stéphane Bally, vous affirmiez avant le premier tour ne pas vouloir d'Euratruc pour ne pas concentrer les emplois sur l'île. Vous avez changé de position ? Je n'ai pas changé, vous savez, je suis constant et ce n'est pas le rat quelque chose qui finalement constituera des métiers. Là, on voit, et c'est peut-être la particularité de la transition écologique, c'est qu'elle concerne tous les territoires et elle est génératrice d'emplois. Donc on a besoin finalement... Dans quel secteur, par exemple? Notamment le bâtiment, je parlais du bâtiment, rénover plutôt que construire. Donc ce sont des emplois de demain pour les Lillois et c'est non délocalisable. Je pense à l'autre filière qui est l'agriculture biologique, qui est aussi une des... mesure qui est ressortie de la Convention citoyenne pour le climat, l'alimentation bio pour tous, qui fait lien évidemment avec notre proposition de 100% bio d'ici la fin du mandat avec une alternative végétarienne. Oui, c'est extrêmement intensif en emploi et c'est non délocalisable. Finalement,
Et sur l'économie, je pense, moi, je suis créateur d'une coopérative, je gère une association. Oui, les fins de mois difficiles d'une structure, quand il faut payer des salariés, oui, ça peut être compliqué, j'y étais confronté. Donc, mais l'économie, il faut arrêter la démagogie de sortir des chiffres où d'ici quelques mois, il y aura des milliers d'apprentis ou des milliers d'emplois. Il y a plus de 10 ans, Madame Aubry, j'étais à la Maison de l'Emploi qui avait été créée juste en face, ce qui était à l'époque le projet de l'Illenium. Et je me souviens d'avoir rencontré des familles qui venaient, il y a plus de 10 ans, déposer des CV de leurs enfants pour avoir ces emplois. Aujourd'hui, malheureusement, les CV, c'est sur Twitter et LinkedIn qui recherchent les qu'ils ont trouvé d'autres emplois qui n'ont pas attendu ces 10 ans. Et par ailleurs, je pense que plutôt que des aura trucs, c'est bien d'être en prise avec les réalités du terrain et d'avoir une économie qui soit endogène, qui soit ancrée sur le territoire, plutôt que d'avoir des décideurs qui, demain, puissent en fait prendre la décision d'aller s'installer ailleurs. Monsieur Bali, quand vous dites la ville est trop attractive, moi, je ne dis pas que la ville est trop attractive. Laissez-moi terminer. Je dis pas que la ville est trop attractive. Je dis qu'on a concentré sur son mandat finalement les bâtiments administratifs et le tertiaire. On a bien compris que, selon vous, il ne faut pas concentrer tous les emplois. Mais c'est une question d'équilibre. Oui, je postule pour être le prochain maire de Lille, mais oui, il y a une question d'équilibre territorial. Dunkerque perd 700 habitants par an. L'Avesnois a déjà finalement quitté la carte du département du Nord. C'est une question finalement de coopération interterritoriale. On a bien compris, Martine. Quand on a créé Euratechnologie, Eurasanté, les textiles techniques innovants, le site de récupération de l'Équin, nous avons non seulement créé des emplois, mais nous sommes passés dans l'économie du XXIe siècle. Aujourd'hui, pourquoi Euraclimat ? Il faut qu'il y ait un lieu où on puisse avoir de la recherche, et là on a énormément de partenaires, de l'expérimentation, un lieu d'accueil des citoyens et un lieu d'accueil des associations. Voilà pourquoi je souhaite qu'on ait ce lieu qui nous porte vers le haut. Mais je disais tout à l'heure, il faut une grande relance d'une économie soutenable. Et le grand plan que j'appelle de mes voeux, de transition écologique. Nous avons plein de projets. Il faut y aller. Et c'est cela qui créera des emplois. Des emplois dans le bâtiment, des emplois dans l'agriculture. Quand la rénovation thermique des bâtiments... vous vous retrouvez sur ce point. Oui, mais moi, vous savez, je l'ai proposé depuis longtemps et c'est dans mon projet. Le plan de relance, ce n'est pas le débat de la présidentielle 2022. Non, mais le plan de relance, c'est maintenant qu'il se fait. Quand le gouvernement veut relancer l'économie, est-ce qu'on la relance comme avant ou est-ce qu'on met 50 milliards avec l'aide de l'Europe pour aider les collectivités locales qui ont tous ces projets pour que la transition écologique passe un pas complémentaire et concret des milliers d'emplois? Voilà ce que j'ai proposé. Vous avez du retard au niveau du temps de parole. J'entends un discours, en fait, où je vois s'écharper M. Bali, Mme Aubry, qui gouvernent ensemble depuis 20 ans et qui font des grandes déclarations sur la transition écologique. Ils ont les manettes. J'ai pas été directeur de cabinet et au cabinet pendant des années. Ils sont élus par le peuple depuis 20 ans. Ils gouvernent cette ville et aujourd'hui, ils sont comptables du résultat. Donc sur la transition écologique... mais quand vous étiez directrice de cabinet de Martine Aubry, vous n'étiez pas en accord avec ses choix à ce moment-là? Moi, j'ai travaillé avec Mme Aubry, aux côtés de Mme Aubry, et j'ai beaucoup appris, je l'ai toujours dit. J'ai porté à ses côtés des projets. J'allais parler d'Euratechnologie comme un modèle pour moi, Euratechnologie d'innovation et d'accompagnement des entreprises, celui qui inspire aujourd'hui Euratransition dont je parle. Je pense qu'il faut savoir se projeter vers l'avenir, sauf que je l'ai dit, j'ai quitté le travail avec Mme Aubry il y a 7 ans parce que je ne partageais pas plusieurs sujets, dont la relation au développement économique, à la culture et à l'éducation. Je n'ai jamais regretté ce choix et aujourd'hui, je porte une alternative différente. Différente pourquoi ? Parce que moi, je veux être le maire du bon sens, le maire qui va non seulement avoir une vision écologique, mais aussi la mettre en action. Et je vais vous prendre un exemple. Euratransition, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut aider, par exemple, la société de vélo-taxi, qui aujourd'hui est en cœur de ville, qui a un modèle auto-entrepreneur qui n'est pas satisfaisant, ni pour celui qui l'a créé, ni pour les personnes qui en vivent, et qui souhaiterait pouvoir développer son activité. Moi, je souhaite que ce modèle de vélo-taxi puisse s'étendre sur une zone piétonne que j'appelle de mes voeux pour le centre-ville comme pour le Vieux-Lille. Et bien pour cela, un incubateur, ça sert à quoi ? Ça sert à mettre autour de la table des banques, des investisseurs, des entrepreneurs qui ont réussi, des start-upers. Et ça a fonctionné pour Euratechnologie. Il faut maintenant passer un cap supérieur parce que l'économie du numérique, elle change. C'est plus la même qu'il y a 10 ans. On n'est plus seulement sur l'incubation, mais maintenant sur l'accélération. Et bien sur la transition écologique, il faut aussi être dans le pratique. Il faut créer des emplois, créer de l'économie et accompagner ces entrepreneurs. Voilà à quoi ça sert. Pas de
transition écologique sans justice sociale. C'est des expressions qui sont vraiment dans l'air du temps, que l'on retrouve dans vos discours. Il n'y aura pas de transition écologique si on n'emmène pas tout le monde. Et on a la chance d'avoir dans notre ville des gens qui vont bien, qui sont déjà bien avancés dans leur manière de consommer, d'être mobiles, voire même de construire quand c'est leur métier. Il faut que tout le monde prenne connaissance de ça et prenne conscience. Pour ça, il faut accompagner les personnes qui vont mal. Il faut aller vers eux. Il faut leur expliquer. Il faut aussi leur donner les accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation, au logement, Monsieur Bali. Parce qu'autrement, on va travailler pour un cœur de ville qui va déjà bien. J'en fais partie, je les connais bien. Mais on laissera de côté ce qui fait la fierté de notre ville, c'est-à-dire cette capacité à vivre ensemble, même si on est de catégories sociales différentes, de générations différentes, de cultures différentes. Ce qui est pour moi la force et la fierté de Lille. Eh bien, il faut que tout le monde avance en même temps. C'est comme ça qu'on fera la grande transition écologique nécessaire aujourd'hui. Mais je dis bien la transition écologique pour la justice sociale. Aujourd'hui, on est dans une situation, finalement, d'un développement qui est non durable et qui est injuste. Quand les enfants de l'île Sud sont asthmatiques avec 10 points de plus que la moyenne nationale, on voit bien qu'en fait, la situation était profondément injuste. Et ce sont les premiers qui sont impactés. On va parler santé, parce que la qualité de l'air, on l'avait déjà largement évoqué lors du débat du premier tour. On va parler de la santé. On peut quand même rappeler que bien qu'il n'y ait plus de voitures à Lille pendant le confinement, on a eu 3 pics de pollution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire la place de la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas capter mieux les gaz à effet de serre, notamment par plus de nature. Mais quand on a ri en face de moi, quand j'ai dit il y a d'autres causes, et si on veut vraiment lutter, il faut accepter d'analyser et pas se limiter à des slogans. Quand j'ai vu des pics de pollution alors qu'il n'y avait pas de voiture dans la ville, je me suis dit vraiment, travaillons, allons au fond des choses. Et là, justement, il y aura aujourd'hui même une alerte jaune justement sur la métropole lilloise. Pas encore un pic. Autre enseignement de cette crise du Covid, l'accès à la santé qui reste un problème pour les plus fragiles. On vous a interrogé, souhaitez-vous instaurer une mutuelle municipale pour permettre l'accès à une complémentaire santé, à un tarif préférentiel? Vous avez voté, c'est oui pour tout le monde. Quand, comment, Violette Spielbout? Bien, moi, je prends exemple sur les villes dans lesquelles ça fonctionne bien. D'abord, il y a la commune associée de l'Homme qui l'a déjà mis en place. Et donc, moi, je souhaite rétablir un traitement égalitaire entre les habitants de l'Homme, Hélène et Lille, nos 3 communes associées dont je serai le maire si les habitants me choisissent le dimanche 28 juin. Et puis, voir l'exemple de Roubaix. À Roubaix, finalement, les personnes qui utilisent ce système de mutuelle solidaire bénéficient d'une réduction d'environ 35% du coût de la mutuelle. Mais je dirais que plus loin que ça, on a un vrai sujet à Lille qui est un sujet du quotidien. Le manque de spécialistes, parce qu'on est une ville qui est insuffisamment attractive pour que des spécialistes viennent s'installer. Les délais d'attente sont très longs. Le dépassement des forfaits sur tout le territoire, dans la région. Oui, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes. On est quand même mieux loti à Lille qu'ailleurs. Aujourd'hui, ophtalmo, dermato, par exemple, gynécologue, c'est 3, 4, 5 mois d'attente. J'ai encore testé il y a quelques jours. Donc, les personnes qui ont des relations avec un hôpital, des médecins, arrivent à avoir des rendez-vous en urgence. Et les autres, ceux qui sont les plus éloignés de l'accès aux soins, ont besoin d'attendre longtemps et parfois ne peuvent pas prendre en charge le dépassement d'honoraires. Donc moi, je souhaite la création de centres de soins municipaux, comme ça se fait par exemple à la ville de Paris, ça fonctionne très bien, qui rassemblent ensemble des spécialistes, des infirmiers. Ça existe par exemple dans des centres de soins à l'île Sud qui fonctionnent très bien, qui sont historiques et qui font aussi un travail d'accès aux soins. Ils vont à domicile, ils vont chercher les personnes. Ces médecins ? Eh bien, pour les attirer, il faut une ville attractive. On revient au sujet de tout à l'heure. Une ville propre, une ville où on trouve un logement pour les familles, une ville où on peut se déplacer en vélo, à pied, facilement, fluidement, où on puisse bien respirer. C'est tout un ensemble de paramètres qui font qu'aujourd'hui, nous redeviendrons une ville attractive par rapport à Rennes, Nantes, Bordeaux. Parce qu'il faut cesser le discours d'autosatisfaction. Quand j'entends tout à l'heure, on est une ville où il faut bon vivre, oui, on a de la solidarité, on a la chaleur dans le cœur, dans le Nord. Mais regardons la réalité en face. On a 25% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi ne pas l'avoir instauré auparavant ? Mais je vais en parler tout de suite. Pensez bien que la couverture maladie universelle, c'est moi qui l'ai mis en place, tout en rétablissant les comptes de la sécurité sociale. En 2000, c'est peut-être la plus grande fierté que j'ai de ce que j'ai fait quand j'étais au gouvernement, si je puis dire. La CMU a permis à 5 millions d'habitants de pouvoir être soignés gratuitement pour la première fois en France. Aujourd'hui, grâce aux réformes qui ont été faites, donc nous avons maintenant un nouveau système qui permet la complémentaire santé-solidarité à 7 millions d'habitants et quasiment à tous les Lillois. Il manquait
avant cette couverture maladie, 3 catégories qui étaient peu couvertes par la CMU et par les compléments qui avaient été votés. Les personnes âgées, les étudiants. Et puis quelques indépendants, mais le problème c'est réglé avec eux. Les personnes âgées, nous avons aussitôt signé un accord parce qu'il y avait peu de gens, donc on ne pouvait pas avoir, comme il y avait très peu de personnes, des tarifs préférentiels suffisants. Nous avons donc signé avec la mutuelle Harmonie Mutuelle pour les seniors une garantie qui va jusqu'à une réduction de 144 € pour leur protection. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un autre type de mutuelle, c'est-à-dire de préparer un achat groupé d'énergie, parce que là, il y a beaucoup de gens. Donc, on va pouvoir avoir des tarifs qui soient effectivement réduits. Donc, je dis à Mme Spielbout, la mutuelle, aujourd'hui, elle existe pour les seniors. Il reste les étudiants avec lesquels nous travaillons, notamment avec le Crous, pour pouvoir traiter ce problème. Pour le reste, avec la couverture solidarité, les Lillois sont couverts aujourd'hui en matière de santé. En revanche, il y a tout le problème, et je le présentais dès avant le premier tour, de l'accès aux soins pour les spécialistes, au moment où l'hôpital public, et j'attends beaucoup du Ségur, parce que l'hôpital, quand j'étais aux manettes, elle était au cœur du système de santé. L'hôpital avait un budget qui augmentait chaque année, les investissements, la recherche. Eh bien, aujourd'hui, il faut des embauches, il faut une revalorisation. Il ne suffit pas de leur avoir dit merci à 20h tous les jours et d'avoir dit la première et la deuxième ligne. Il faut aujourd'hui être au rendez-vous. Donc, les hôpitaux, l'accès aux soins, ces maisons de soins, Madame Spielbout, ils existent dans tous les quartiers populaires aujourd'hui et nous allons continuer. Et tout le monde a une mutuelle, donc tout va bien. Attention, Martine Aubry, parce que là, vous avez un petit peu dépassé votre temps de parole. On va en garder pour plus tard. Stéphane Bally, vous souhaitiez réagir ? C'est une des propositions qu'on avait écrites dans notre programme et qu'on mettra en œuvre. C'est d'ailleurs, c'était mis en place à Grande-Synthe, c'était mis en place aussi à l'Homme. Ça fonctionne, c'est depuis 2016. Voilà. Il y a un certain nombre de Lillois qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Et quelque part, l'enseignement aussi de cette crise sanitaire, c'est le besoin que chaque Lillois, chaque Lilloise ait accès à des soins. La réforme de la complémentaire santé, c'est 2019. L'actualité à Lille, c'est aussi ce meurtre le 6 juin dernier, un samedi midi, devant la gare Lille-Flandre, en plein cœur de la ville. Ça a choqué les commerçants, ça a choqué les habitants. Les commerçants inquiets réclament plus de sécurité. Faut-il plus de caméras de vidéosurveillance? Vous avez voté, c'est oui pour Violette Spielbout et Martine Aubry, c'est non pour Stéphane Bally. Martine Aubry, pourquoi ne pas en avoir installé davantage avant des caméras? Il y a 6647 caméras de surveillance à Lille. Et qu'on ne me dise pas, parce que ce n'est pas la mairie qui les a mis, qu'une caméra dans le métro, devant un commerce ou dans un hall d'immeuble, où bien évidemment nous travaillons avec les bailleurs sociaux, n'est pas utile à la sécurité. Aujourd'hui, moi je pense que la sécurité, ce n'est pas une solution miracle comme ça. Je suis contre les caméras de surveillance tous les 50 mètres pour vérifier ce que font les gens. En revanche, il faut les mettre là où elles sont utiles. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Aujourd'hui, il y a 2 endroits où elles sont utiles. Il y a effectivement les endroits où il y a des commerces, où il y a des vols. Et là, si on met des caméras de surveillance, les gens n'iront pas ailleurs parce que c'est là que ça se passe. Voilà, c'est les rues piétonnes, par exemple. C'est pour ne prendre que cet exemple-là. Et puis, il y a les endroits où, effectivement, aujourd'hui, comme toutes les villes de France, mais ça ne me rassure pas, autour des gares, par exemple, nous avons du deal, nous avons des commerces qui ne respectent pas les règles. La place des Regnault, ça fait 2 ans qu'on en parle avec la police nationale. Nous avons un plan de réhabilitation de cette place qui est autour de la gare Lille-Flandre. Il devra, et je l'ai proposé dans mon programme, c'était avant tout cela, des caméras de surveillance, comme un peu plus de caméras autour de la gare et au début de la rue Fédère. Combien de caméras ? Pardon ? Combien ? Eh bien là, c'est la police, vous savez, nationale avec laquelle nous travaillons. Quand on met une caméra dans un hall d'immeuble, ce sont les réunions que j'avais tous les 15 jours avec le préfet, le directeur de la police nationale et l'ancien directeur de la police nationale du Nord et d'ailleurs dans mon équipe, et je m'en réjouis parce qu'on a la même vision de la sécurité, c'est tous les 15 jours. Et ce sont les policiers qui nous disent le mieux quelles caméras il faut mettre et où il faut les mettre. Dans telle rue, dans tel parking, dans tel hall d'immeuble. C'est surtout là qu'on arrive ensuite à prouver à la justice qu'il y a bien eu un trafic permanent. Et là, c'est utile. Et là, je suis pour. Violette Spielbout, vous partagez ce point de vue ?
moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des caméras tout court, pas plus de caméras, parce que les 6000 qu'évoque Madame Aubry, ce ne sont pas des caméras, comme on appelle, sur l'espace public. Bah si. Ce sont la moitié des caméras qui sont dans les transports publics, les stations de métro, C'est pas utile les à la gares. sécurité, ça? Bien sûr que c'est utile, Ah mais bon. ce ne sont pas des caméras dans la ville, Madame Aubry. Il faut être précis, il faut être honnête. Ah, mais quand on Et sort d'un puis métro l'autre et qu'on a moitié, été- on est c'est arrêté. à la mairie de Lille, à la MEL, à la préfecture, dans les administrations. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de caméra sur l'espace public parce qu'on a une opposition dogmatique du maire de Lille et de sa majorité sortante avec Europe Écologie Les Verts pour ne pas mettre de caméra. Et on a un résultat. Le résultat, c'est qu'il y a une explosion des faits de délinquance à Lille. Je dis explosion parce que c'est plus 50% sur les 5 dernières années à Lille intramuros, alors que c'est moins 5% sur l'ensemble de la métropole. Il y a bien un problème lillo-lillois. Tout dépend du type de délit. Oui, bien sûr, mais quand on regarde bien les chiffres, quand on discute avec les policiers nationaux, eh bien la réalité, c'est que les villes qui ont fait le choix de la vidéoprotection, Marc-en-Barœul, La Madeleine, Roubaix, Tourcoing, qui ont un centre de supervision urbain qu'ils souhaitent d'ailleurs commun et que je souhaite commun Vous souhaitez avec un centre de supervision urbain et même commun et métropolitain si aussi, on y Oui, arrive. oui, il existe Parce que- déjà au plan métropolitain, mais comme il ne Oui, mais fonctionne pas, il j'ai n'est proposé d'en il faire n'est un. aujourd'hui que pour les transports. Donc aujourd'hui, la vidéoprotection, ça a 3 effets. Ça a un effet dissuasif qui repousse effectivement la délinquance et qui montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur l'espace public. Et je ne pense pas que le sujet ne soit que sur la gare, que sur la place des Regnault ou rue Jules Guesde. Dans tous les quartiers de Lille, le sujet de la sécurité, c'est le sujet numéro 1. Moi, j'en entends parler tous les jours. Je pense que c'est moi, j'agis nier tous les jours. Stéphane nier Bally, le vous problème n'en voulez pas de d'insécurité caméra. que de ne pas Attendez, voir cela. excusez-moi. Moi, la priorité, c'est bien la présence humaine. Mais j'ai pas fini. Attendez, c'est la J'ai pas présence, fini. c'est la Je suis présence, d'accord avec c'est la vous présence, là-dessus. c'est la présence humaine. Et c'est d'ailleurs la proposition d'augmenter de façon significative les effectifs de police municipale. Je vais reprendre l'exemple de la place des Regnault. La place des Regnault, Et moi ça, j'y sur passe. les effectifs, Non, vous attendez, êtes tous la d'accord. la Donc place ça, des on Regnault. ne va pas y revenir, on attendez, l'avait la déjà place des évoqué, Regnault, il faut j'y plus de passe policiers tous les municipaux. jours. J'y passe tous les jours depuis des années et j'y suis passé Et vous hier. voyez Et donc j'y suis la dégradation, monsieur J'y Bally. suis passé hier après-midi où il y avait des contrôles avec la police municipale et la police nationale. Mais que disent d'ailleurs l'association des commerçants qui se sont récemment Les constitués? hôteliers, le Qu'est-ce que j'ai pharmacien, pu on voit tous les constater jours. ces dernières années? Oui, une augmentation de la mendicité et de la détresse sociale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi la suppression de 5 postes d'éducateurs spécialisés, dont 4 qui étaient sur le Du département, quartier de nous l'île sommes Centre, intervenus. du département de votre soutien, Jean-René Le Serre. Non. Plutôt que de lui demander un soutien, vous auriez dû plutôt lui demander de maintenir les Vous postes reconnaissez que d'éducateurs c'est moi qui vous ai spécialisés. demandé de nous rassembler, donc. Puisque vous dites que je vous ai Alors, demandé un soutien. En tout cas, Enfin. moi, je tiens à redire que la sécurité, c'est un droit fondamental des Lillois. Ce droit, il est bafoué depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on méprise les policiers municipaux. Ils n'ont pas l'autorisation de prendre des initiatives, d'être sur le terrain dans les quartiers difficiles. Pensez-vous que c'est On une ne leur fait caméra pas suffisamment Pensez-vous que confiance. C'est une caméra qui Les policiers répondra municipaux- au débordement qu'il peut y avoir Monsieur du Bally, Masséna. J'ai rencontré discuter avec les riverains. policiers municipaux Très rapidement, nationaux. on va Je juste le aborder réclament la une vidéoprotection dernière pour question pouvoir travailler, avant tous, vos sans conclusions. exception. Une dernière question qui a été soumise à vos votes. C'est un débat national qui trouve son écho à Lille. La campagne Faidherbe doit tomber. Des militants réclament le retrait de la statue de cette figure du passé colonial français. Des tensions ont eu lieu samedi dernier entre ces manifestants et des militants d'extrême droite. Faut-il déboulonner la statue Faidherbe? Nous vous avons posé la question. Martine Aubry et Violette Spielbout, c'est non. Stéphane Bally ne se prononce pas. Pourquoi vous ne vous prononcez pas? Il faut prendre de la hauteur, ne pas confondre histoire et mémoire. Exactement. L'histoire, elle ne s'écrit pas sous le coup des émotions. Oui, il y a le Faidherbe de 1870, mais oui, il y a le Faidherbe aussi, le colonisateur. Et peut-être qu'à terme, il faudra démonter cette statue. Mais ce n'est pas une décision qui peut être prise comme ça, sous le coup de l'émotion. C'est tout un travail qui doit être mené avec des universitaires, avec des associations, avec des groupes politiques du conseil municipal, avec les Lillois. Au-delà de cette statue, c'est tout le travail qu'on doit continuer de mener, de féminisation des noms de rues, Qu'on a largement commencé. de promotion de la diversité dans la dénomination des noms de rues, et la mise en avant finalement de l'histoire populaire de Lille. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne me prononce pas et je sépare bien finalement histoire et mémoire.
Martine Aubry, Oui. vous dites qu'il faut faire de la pédagogie. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, d'abord, ici, je pense qu'on condamne tous le colonialisme et le racisme. Ça, n'y revenons pas. Pourquoi j'ai répondu oui? Parce que c'est difficile de répondre oui ou non. Il faut faire quelque chose. Et je pense que ce que disent nos associations-là, ce qu'ils disent partout en France, parfois avec des excès. Parce que quand on nous dit que Jules Ferry, et c'était terrible, et qu'il faut déboulonner, on en arrive à Churchill et du général de Gaulle, on oublie tout le reste. Donc moi, je me rappelle quand même que Faidherbe, qui est né à Lille, a repoussé les Prussiens en 1871, la fameuse bataille de Bapaume, et c'est pour cela qu'a été érigée cette statue. Je n'oublie pas qu'il a colonisé le Sénégal. Nous sommes d'ailleurs depuis en parfaite amitié avec Saint-Louis du Sénégal, un de nos principaux jumelages. Moi, ce que je propose, c'est pas de déboulonner, c'est de réaliser une plaque, après avoir fait travailler, et là je partage l'avis de Stéphane Bally, c'est ce que j'ai annoncé la semaine dernière, des historiens, des associations, des citoyens, pour dire, on ne va pas barrer toute notre histoire, mais la mémoire c'est autre chose, c'est de dire, voilà ce qu'il nous a apporté, et voilà pourquoi il est là, s'il n'a pas fait que des choses désagréables, hein, on en a déboulonné là, et voilà ce que nous désapprouvons. Donc là-dessus, je crois qu'on peut dire... Vous rejoignez, Violette Spielbout, vous êtes d'accord? Eh bien moi, je suis d'accord globalement avec ce qui a été dit. Je pense que c'est un sujet à prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup de prudence. L'idée de Madame Aubry de mettre une plaque pédagogique me semble excellente, et donc je pense que c'est à faire rapidement, et je pense même qu'il faut aller plus loin. C'est avec l'éducation populaire qu'il faut agir, à la fois pour apaiser le débat et pour expliquer notre histoire. Ça veut dire que concrètement, c'est dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, que chaque petit Lillois puisse apprendre l'histoire de l'île et de ses statuts. On va conserver un petit temps pour vos conclusions qui vont être un petit peu écourtées puisque ce débat touche presque à sa fin. Je vous propose de vous donner à chacun 30 secondes de temps de parole. Nous avons tiré au sort et c'est vous, Stéphane Bally, qui commencez. Ma priorité comme maire est simple, prendre soin de la nature, de nous et des autres. Dimanche, chaque Lillois, chaque Lilloise aura le choix. Le choix du béton ou du poumon vert à Saint-Sauveur. Le choix de l'exercice solitaire ou finalement d'une construction collective de nos politiques publiques. Le choix des vieilles recettes ou de l'innovation sociale avec le revenu universel d'existence. Le choix de tout voiture ou de la grande place piétonne. Je dois dire finalement en conclusion à chaque Lillois, à chaque Lilloise, qu'une nouvelle page s'ouvre à écrire ensemble et que dimanche, avec le bulletin Lille verte 2020, c'est un vote d'espoir, un vote d'avenir pour changer enfin. Votre mot de la fin, Violette Spielbout. Chers Lillois, j'habite Lille depuis 35 ans. J'y ai étudié, j'y élève mes enfants. J'aime notre ville et j'ai envie qu'elle change. Notre liste, Faire respirer Lille, est en capacité de gagner et de faire changer Lille dimanche prochain, le dimanche 28 juin 2020, grâce à vos voix. N'en déplaise les manipulations des dinosaures politiques qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, cumulent tous les postes, tous les pouvoirs, pendant des dizaines d'années, écologistes comme socialistes. Ce dimanche, c'est l'avenir de notre ville qui se joue. L'avenir aussi des 6 prochaines années du quotidien de tous les Lillois. Le vote du changement pour Lille, c'est le vote Violette Spielbout. Le vote de l'alternative crédible et responsable, c'est le vote Violette Spielbout. C'est écoulé. Merci beaucoup. La parole enfin à Martine Aubry. Oui, simplement dire que les Lilloises et les Lillois me connaissent. Ils connaissent mes engagements, ma détermination. On partage d'ailleurs la passion de Lille. Et ils savent que lorsque je m'engage, je fais. Voilà, je le dis très simplement. On va passer une période extrêmement difficile, avec une récession économique et des problèmes d'emploi considérables. C'est pour ça que je propose ce programme pour les jeunes dès la rentrée. Il va falloir être courageuse, il va falloir tenir la rampe. Et il ne faudra pas oublier le projet. Le projet, c'est quoi? C'est que notre ville soit un mieux-être social et écologique. C'est que nous passions le plus sereinement possible cette crise pour pouvoir nous battre avec acharnement contre le réchauffement climatique, mais sans jamais oublier les inégalités sociales. Merci. Voilà, eh bien je fais confiance aux Lillois. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous laisse désormais reprendre votre campagne décisive et je vous donne rendez-vous pour une soirée électorale spéciale. Élection municipale second tour dimanche à partir de 19h. Très belle soirée à tous.